Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h47, les grands débats ce matin avec Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy. Vos appels au 0826 300 300, 18 mois et 12 mois de prison ferme pour les agresseurs du député Romain Grau. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est excessif? Est-ce que vous pensez que c'est justifié? On vous attend au standard, bien entendu, pour en parler, 0826 300 300. Et aux alentours de 9h30, on reviendra sur le pouvoir d'achat. La vérité en face, le pouvoir d'achat, quelles sont les solutions? On en parlera avec deux chefs d'entreprise, justement, pour voir s'il faut une hausse des salaires, réduction des prix du tarif des carburants, de tout un tas de choses. Dites-nous ce que vous en pensez, 0826 300 300. On en parlera c'est à partir de 9h30. Ouais, en attendant. Donc, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy et vous au 0826 300 300. Il y a beaucoup de sujets, évidemment, dans l'actualité. On les a évoqués, en fait, EDF, les tarifs routiers. Il y a toujours les suites, en fait, de Roubaix, bien sûr. On y reviendra aussi tout à l'heure à 9h15. Est-ce que François Hollande va débarquer dans la campagne? C'est tout à fait possible. Vous souriez, Lydia Guérousse, mais enfin, on a bien parlé il n'y a pas si longtemps de Nicolas Sarkozy. Hein, donc, je vois pas pourquoi, en fait, il y a un sourire pour l'un et pas pour l'autre. Tout de même, cette condamnation hier à Perpignan, comparution immédiate, 18 mois, 15 mois et 12 mois ferme contre les agresseurs du député de la République En Marche, Romain Grau. Une fermeté qui est nécessaire, selon vous, parce que c'est vrai que on s'en prend beaucoup aux élus, Lydia Guérousse. Oui, je pense que c'est une fermeté qui est indispensable parce qu'elle envoie un message aujourd'hui que finalement on ne peut plus s'en prendre à un élu, à un représentant de l'autorité sans qu'il y ait de réponse absolument sévère, et ça, je crois que c'est important. Peut-être qu'à travers cette sanction qui peut sembler trop importante, trop lourde, le message passera enfin de dire que le débat il se mène sur les idées et pas contre les personnes, et que ces agressions doivent absolument s'arrêter maintenant. Parce que je trouve qu'il y a une forme de violence décomplexée, pour un oui, pour un non, parce qu'on ne partage pas les positions des uns et des autres. Eh bien, on va aller détériorer une permanence, on va aller devant le domicile d'un élu, on va s'en prendre à un policier, on va s'en prendre à un enseignant, on va s'en prendre à des soignants aussi, parce que ça existe, et ça doit s'arrêter maintenant. Donc si les sanctions sont lourdes, c'est très bien si ça permet d'arrêter cette déferlante de violence. Elisabeth Lévy. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Lydia. Effectivement, c'est insupportable, si vous voulez, cette espèce de passage à l'acte, si vous voulez, cette incapacité à verbaliser les conflits, parce que c'est ça la démocratie, c'est la civilisation du conflit par la parole, par le débat public, par le vote, et non plus par la force. En revanche, ce qui me choque un petit peu, j'ai cité l'exemple ce matin terrible de China, et son principal, alors là on juge pas son meurtrier présumé, on juge ses agresseurs, les auteurs d'une agression sexuelle précédente. Mais le principal, donc, violeur présumé, en fait, il a essayé de la violer, il n'a pas réussi, et ça a été requalifié en agression sexuelle, ce qui en soi est déjà scandaleux. Il encourt 3 ans et demi de prison. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est l'échelle, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on puisse commettre un acte aussi atroce et n'encourir que 3 ans et demi de prison. Alors, je sais plus, j'ai oublié, vous m'avez dit 12 mois ferme pour le principal. 18 mois 15 ferme et 12. Et c'est pas du tout que je trouve la peine trop sévère dans un cas, c'est que dans l'autre, elle me paraît absolument dérisoire. Voilà. Non, mais il y a eu quand même cette déclaration du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est allé sur place à Perpignan, puisque donc l'un de ses conseillers parlementaires est également, je crois, travaille avec Romain Grau, le député de la République En Marche, sur place. Et il avait promis de la sévérité. Ceux qui agresseront les élus ne seront pas traités comme les autres. C'est un peu étonnant, cette phrase, non ? Bah, c'est surtout que normalement le garde des Sceaux, si vous voulez, c'est pas au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux ne juge pas, il n'a pas d'instructions à donner au juge qui juge. Il donne des instructions au parquet, on le sait très bien, mais bon. Ouais. Bon, 0826 300 300, ça réagit justement. On part dans la région lyonnaise avec Alain. Bonjour Alain, bienvenue. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez posé la question, est-ce qu'on trouvait normal les 12 mois de prison Moi, la chose que j'ai à dire, c'est que dans les mois à venir, il va y avoir beaucoup de Français qui vont prendre 12 mois de prison.
Parce que vu l'écart qui est en train de se créer entre le monde politique et le peuple, je pense que les élections qui arrivent vont créer des conflits de pire en pire. Les élus oublient qu'une chose, ils ont été élus par le peuple, ils ont donc leur place grâce à ces élections. Et cette élection leur a donné des droits, mais leur a donné aussi des devoirs. Et depuis des années, les devoirs, manifestement, ils les ont oubliés. Alors quand les gens sont exsangues, parce que les gens ont de moins en moins d'argent... Oui, mais ça n'excuse pas, Alain, quand même, la violence, quoi. Mais quand vous êtes arrivé, vous n'avez plus de quoi nourrir vos enfants, vous n'avez plus de quoi vous chauffer. On vous a poussé totalement à bout. On sort quand même de 2 ans. Enfin, on sort 2 ans difficile. Dans une crise sanitaire où les gens psychologiquement sont en train de complètement déjanter. Il faut quand même pas s'étonner quand à ce moment-là on pousse de plus en plus les feux, quand on met de plus en plus de charbon dans la machine, la pression elle monte. Et à un moment donné, il faut que la pression elle explose, vu que manifestement personne ne fait sauter. De sécurité. Oui. Donc, Alain, allez-y, Alain. Allez-y. Oui, pardon. À ce moment-là, les politiques ne montrant absolument aucun intérêt pour leur devoir, ne se penchant pas sur le peuple, les élections arrivent. Les gens voient qu'aucun d'eux ne les écoute. Quand vous pensez que ce pays, l'abstention est majoritaire, qui parle des abstentionnistes? Qui s'occupe des abstentionnistes? C'est comme si moi, en tant qu'abstentionniste, je venais parler du Front National ou de l'UMP. C'est une hérésie. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont élus, qui parlent de moi abstentionniste. Ils n'ont aucune idée de pourquoi je suis abstentionniste. On ne me donne jamais la parole. Bon, je suis quelqu'un de pondéré, donc moi j'appelle, j'exprime ma position, ça s'arrête là. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément pondéré. C'est là où c'est délicat et dangereux. Alain, restez avec nous, Alain, parce que Lydia Guérousse et Elisabeth Lévy veulent dialoguer avec vous et vous répondre. Lydia Guérousse. Oui, vous savez, il n'y a aucun homme, aucune femme politique qui s'engage pour tenter de mal faire. Quand il s'engage, c'est tellement lourd, l'engagement politique, vous êtes exposé, ça prend vos semaines, vos week-ends, vos soirées, une partie de vos vacances. C'est pas pour détériorer la vie des Français, au contraire, c'est dans une volonté de vouloir améliorer la situation de chacun. Donc, moi, je trouve que c'est un procès qu'on fait qui est un peu pas très juste, en fait. La situation, elle est très compliquée, il y a un contexte international. On n'est pas le seul pays à souffrir quand on parle de l'augmentation du prix des gaz, de l'électricité et des différentes énergies. Tout ça, c'est aussi dans un contexte international qu'il faut le voir. Alors, on essaye de trouver des solutions, mais c'est pas toujours facile. Après, certes, le peuple, on est en démocratie, donc c'est le peuple qui va élire ses élus, mais c'est pas la foule, parce qu'il faut attention. La foule, celle qui déverse sa haine, celle qui déverse sa violence, elle est extrêmement dangereuse. Et quand elle commence à se mettre en marche pour aller dire son mécontentement, il faut quand même faire très très attention parce que ça peut basculer. Et moi j'ai du mal à comprendre qu'on fasse un procès contre les élus qui seraient pas suffisamment bien. Et en même temps qu'on n'aille pas voter. La meilleure arme, c'est de voter. Et donc on s'exprime en allant voter. Donc l'abstention n'est aucunement une solution. On ne peut pas ne pas participer au jeu et se plaindre du jeu. Oui, Elisabeth Lévy. La foule n'exprime pas sa haine. La foule et sa violence, la foule exprime sa souffrance. Oui. Mais pardonnez-moi. Attendez, je vous ai écouté, s'il vous plaît. Oui. Regardez ce qui se passe actuellement au Canada. Le Canada, il y a ces camions qui sont en train de traverser tout le pays, qui vont à Ottawa, qui bloquent tout. Il n'y a pas un grand média qui n'en parle. Les gens, quand ils voient ça, qui sont en grande souffrance, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils estiment qu'il n'y a plus aucun respect par rapport à eux. Pourquoi eux devraient continuer à devoir avoir un respect? Eux ne font la morale à personne. Pourquoi du matin au soir, ils doivent recevoir la morale des autres qui les ont mis dans la situation dans laquelle ils sont et qui en plus continuent. À un moment donné, c'est plus possible. Oui. Alain, Oui. Elisabeth Lévy veut aussi dialoguer avec vous et vous répondre. Elisabeth. Bonjour cher Alain, alors je suis désolé mais moi je suis un petit peu d'accord avec Lydia Guérousse dans le sens où effectivement, vous pouvez trouver que vos élus sont pas à la hauteur. Ça, c'est tout à fait votre droit et vous avez le droit d'en choisir d'autres. Si vous voulez, on n'a pas trouvé beaucoup mieux. C'est pas parfait la démocratie représentative. Vous pouvez dire que ces gens-là vous représentent mal, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'autres systèmes qui marchent mieux. Et par ailleurs, on vous sent très en colère
Si vous voulez, ça je peux comprendre que vous soyez en colère, mais la colère ne signifie pas en soi, si vous voulez, n'est pas une justification de tout, parce que à ce moment-là, si vous voulez, n'importe qui est en colère va vous mettre son poing dans la figure et va dire c'est parce que je suis en colère. Donc on a quand même dans un système qui est tout à fait imparfait, avec un certain nombre de problèmes. Si vous voulez, mais on a quand même la chance de vivre dans un système où on peut choisir nos dirigeants. Vous allez choisir le premier d'entre eux bientôt, et je vous exhorte à voter plutôt qu'à vous abstenir. Si vous voulez, encore une fois, on vit pas dans un monde parfait. Mais si vous voulez, si on continue dans cette ambiance, si vous voulez, où on ne se met dans le fond jamais à la place de l'autre, ce que disait Raymond Aron à propos de gouverner ou à propos de la critique, du journalisme, etc., c'est qu'il faut savoir de temps en temps se mettre à la place de ceux qui gouvernent. Eh bien, à la fin, on n'aura que des gens très médiocres pour faire de la politique. Bien et sûr. ça, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on souhaite tous. Ouais. Merci, Elisabeth Guiraud. Vous pouvez aussi vous engager, Alain, pardon. Ouais, merci Elisabeth Lévy, Lydia Guiraud, c'est Alain, au 0826 300 300. Vous pouvez continuer de réagir. Dans un instant, Revel en campagne, on va parler aussi des agriculteurs. On parlait de colère, ils ont manifesté hier. On va savoir pourquoi dans un instant. Restez avec nous, il est 8h58. Est-ce que c'est vrai, cette agriculture? Est-ce qu'on s'en préoccupe suffisamment? Je ne sais pas ce que vous en pensez face à cette colère qui revient en permanence, Éric Revel. On parlait de la colère là tout à l'heure contre des élus. La colère, en fait, on dialoguait et on va en reparler dans un instant. Souvent, les agriculteurs, quand les choses ne vont pas, ils n'hésitent pas à sortir dans la rue avec des actions qui peuvent être parfois violentes. Oui, c'est même une composante structurelle, j'allais dire, de la revendication en France. Depuis longtemps, on appelle ça les jacqueries. C'est des révoltes paysannes. Celles qui ont marqué récemment à propos dans Bretagne, vous savez, ce qu'on a appelé des bonnets rouges, vous vous en souvenez, à Carré. Donc régulièrement, ce monde agricole qui est en souffrance, auquel on s'intéresse, faut quand même le dire, quand on a des grandes échéances politiques en France, même si encore une fois, il y a des états généraux de l'agriculture qui essaient de cadrer régulièrement les difficultés du monde agricole. Le secteur agricole, j'allais dire, il se vide de son sang, pardonnez-moi cette image un peu affreuse, mais en fait c'est ça, il y a à la fois de moins en moins d'agriculteurs. Quand vous êtes un producteur de lait et que vous touchez 26 centimes du litre, comment vous voulez dire à un jeune, tu vas gagner 1200 € par mois pour travailler 10 heures par jour, 7 jours sur 7? Tout ça n'est pas sérieux. Elisabeth Lévy, Lydia Guiraud, est-ce que ça vous interpelle, en fait, cette souffrance du monde agricole? C'est récurrent, ça revient en permanence. Alors il y a des secteurs qui vont mieux que d'autres, il faut le dire aussi, bien sûr, mais bon, tout de même. Mais alors d'abord, Eric a dit la chose importante, c'est-à-dire qu'on s'y intéresse une fois tous les 5 ans, en fait. Sinon, les agriculteurs, ce n'est pas un groupe de pression, si vous voulez, dont on se soucie tout le temps. Et moi, je me pose une question. Je suis pas du tout une spécialiste, mais je suis sûr qu'Éric va pouvoir me répondre. En dehors de la question économique, qui est évidemment très douloureuse, de la question des revenus, je me demande s'il n'y a pas la question du sens du travail. Parce que vous savez, on a quand même imposé à l'agriculture un modèle productiviste qui fait que ceux qui s'en sortent, ce ne sont plus vraiment des agriculteurs, c'est des sortes d'industries qui font pas forcément des produits comme ils aimeraient les faire ou des produits de très bonne qualité. Ce que je sais en revanche, que j'ai déjà vu dans des reportages, c'est qu'il y a des agriculteurs heureux et c'est ceux souvent qui ont reconçu leur métier vraiment avec l'amour de leurs produits, l'amour de leurs bêtes et qui ne sont pas dans des fermes des 1000 vaches ou dans ces exploitations inhumaines. Éric Revel. Oui, bien sûr, le productivisme... il n'a pas rendu service à l'agriculture française, notamment aux petits agriculteurs. Ni à l'alimentation. Ni à l'alimentation. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la PAC, c'est une sorte de piège financier dans lequel beaucoup d'agriculteurs sont tombés aussi, parce que quand les subventions, j'allais dire, tombent du ciel, vous êtes peut-être moins regardant à ce que vous produisez, et beaucoup d'agriculteurs le reconnaissent, c'est-à-dire que la PAC, c'est à la fois un filet de sécurité formidable, mais c'est aussi, malheureusement, un piège dans lequel on tombe parce qu'on reçoit des subventions. Et puis j'aimerais dire une chose quand même, c'est que évidemment, toute l'agriculture française n'est pas allogée à la même enseigne
de la souffrance. Oui. Parce que si vous prenez un grand producteur de céréales de la Beauce, évidemment, quand les cours de la farine, du blé s'envolent ou du maïs, c'est pas du tout les mêmes situations financières que le petit producteur porcin en Bretagne ou l'arboriculteur dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes. Vous voyez, l'un des sujets conjoncturels, mais qui frappe ce monde agricole. Il y a eu un gel incroyable en 2021, vous vous en souvenez? Les vignes, les arbres fruitiers, tout ça a été mis par terre. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui attendent encore de recevoir les subventions qu'on leur avait promises pour compenser ce gel de l'année 2021. Donc, vous avez des phénomènes structurants qui poussent l'agriculture française dans la souffrance, et puis s'additionnent cette année des phénomènes conjoncturels qui fait que la colère monte. C'est plus de l'inquiétude, c'est de la colère. Bien sûr, et puis il y a toujours... eux sont soumis aux aléas de la météo. Bien souvent, on parle des règlements climatiques, etc. Les agriculteurs, ils sont en plein dedans. Ils voient quand il y a des années extrêmement difficiles, souvent c'est lié en fait à une mauvaise météo, et c'est complexe, complexe ce métier, et ceux qui donnent bien souvent des leçons en fait en disant oui mais l'agriculture on doit la rendre plus propre, etc. Oui bien sûr, mais quand vous allez sur le terrain c'est autrement plus compliqué que ça. D'ailleurs ce serait intéressant d'entendre le ministre de Normandie, je trouve en ce moment, qui est un peu discret. Je vais l'inviter, il viendra, Éric Revel. Voilà, c'est ça, cette semaine ou la semaine prochaine. On va au standard. Oui, on va au standard, on va revenir sur la condamnation des 3 hommes pour avoir violemment pris à partie le député Romain Grosjean. On a une réaction de Gilbert qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Gilbert. Bonjour Gilbert. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Gilbert. Oui, bonjour. Alors, moi, ma réaction, c'est... Bonjour à tous. Ma réaction, c'est que moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait des jugements rapides pour des gens qui commettent des actes intolérables. Par contre, j'ai souvenir de... cette actualité quand Éric Zemmour est allé faire une grande réunion là, à Bordeaux. Ça avait été couvert par Sud-Ouest. Et il y avait donc eu des émeutes avec les antifas. Oui, c'est vrai. Bon, ça a été couvert comme ça, émeutes entre les Zemmour et les antifas. En fait, c'était les antifas qui étaient dehors et qui balançaient des trucs sur les voitures de police. Voilà. Ça n'a pas été démenti, ça n'a pas été raconté autrement que émeute avec Zemmour. Alors que ça n'avait rien à voir avec Zemmour, c'était juste dehors. Par contre, ils sont devenus quoi ces gens-là? Ils ont passé des flics et ils ont été jugés rapidement. Personne ne les a attrapés. Même la police n'avait peut-être même pas le droit de les attraper. Alors voilà, moi je me dis, c'est bien de juger rapidement, c'est bien que les choses soient faites correctement, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Il doit y avoir une justice pour tout le monde et de la fermeté en fait à tous les niveaux. Lydia Guirous, c'est ce que vous vouliez ajouter à ce que disait en fait Gilbert, et il y avait beaucoup d'autres appels à ce sujet, quoi. Oui, bien sûr qu'il y a pas en fait ce que dit Gilbert, c'est qu'il veut pas de 2 poids 2 mesures finalement. Et je ne sais pas ce que sont devenus ceux qui se sont pris à Éric Zemmour. J'imagine qu'ils ont dû être identifiés et que ça doit suivre son cours. Mais effectivement, on peut pas accepter qu'il y ait des traitements différents. Et là-dessus, je fais confiance à la justice et je pense qu'il y aura des suites. La sévérité, elle doit être la même pour tous et elle est indispensable, encore une fois, pour envoyer un message qu'il n'y ait pas d'impunité quand on s'en prend à quelqu'un qui représente l'autorité, ou que ce soit l'enseignant, encore une fois, le soignant, le policier ou la personnalité publique et l'élu. Je pense qu'aujourd'hui, il est important d'envoyer un véritable message de sévérité. Merci, allez à tous, vous étiez nombreux à nous appeler. Et ce n'est pas terminé. Vous allez voir que cette campagne électorale, on n'est pas au bout de nos surprises. Vous allez voir ça dans un instant, restez bien à l'écoute. Et on en parlera bien entendu avec Yves Deray, journaliste éditeur. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et la suite des grands débats ce matin, toujours avec Elisabeth Lévy, avec Éric Revel, avec Lydia Guirous. Vos appels 0826 300 300. Et puis on va revenir sur un petit nouveau qui pourrait faire trouble fête, Patrick. Ah, vous dites un petit nouveau. Yves Deray est avec nous. Bonjour Yves Deray. Bonjour. Il vous avait pris la plume hier, comme vous le faites souvent, dans le magazine Forbes, pour sortir en exclusivité, alors écoutez bien, le plan secret de François Hollande pour rentrer en campagne. De quoi s'agit-il, Yves Deray?
Ah bah écoutez, vous avez vu depuis quelque temps la danse du ventre de François Hollande, qui a annoncé une prise de parole en février de manière assez solennelle, donc a priori pour dire des choses importantes. Vous aviez aussi remarqué que son livre s'intitulait Affronter, hein, il s'intitulait pas Mes leçons de pouvoir ou je ne sais quoi, mais plutôt Regarder vers l'avenir, avec un titre belliqueux, un peu Affronter. Et donc là, eh bien François Hollande regarde les événements avec gourmandise parce que les planètes semblent un peu s'aligner pour son retour. Et un retour auquel il pense quasiment depuis 5 ans. Et donc cette primaire populaire, par exemple, qui a permis la victoire de Christiane Taubira et un très mauvais score d'Anne Hidalgo, a aggravé encore la situation de la candidate socialiste, qui risque à un moment donné de mettre en péril par sa candidature le Parti socialiste lui-même, et d'une certaine manière la gauche du gouvernement. Et donc le Parti socialiste, il en ira à un moment donné de sa responsabilité d'arrêter les frais et de la débrancher, de lui dire écoute, voilà, t'as essayé, t'as échoué, et on va pas tous partir avec l'eau de ton bain. Et donc, dans cette hypothèse, le candidat providentiel, sauveur, on appellera comme on voudra, il n'a pas 40, ça peut être François Hollande, qui, et c'est son secret espoir qu'on l'appelle pour être le sauveur à la fois du Parti socialiste, et puis aussi pour prendre sa revanche, ou d'une manière peut-être plus directe, se venger de Emmanuel Macron 5 ans après, parce qu'il n'a jamais avalé la manière dont Emmanuel Macron l'a doublé la dernière fois. Ouais. Mais Yves de Rais, est-ce qu'il rêve, entre guillemets, qu'on l'appelle, ou est-ce qu'il se prépare avec une équipe derrière pour aller débrancher à la fois Anne Hidalgo et peut-être aussi Christiane Taubira? Les deux, mon général. Il à la fois rêve qu'on l'appelle, il a envie qu'on l'appelle, il prépare cela. Il ne fait pas que rêver, hein. Il est très actif, il voit beaucoup de monde, et il prépare en effet, parce que ça ne peut marcher ce genre d'opération que s'il est appelé. S'il arrive et qu'il dit voilà, il faut qu'Hidalgo arrête et que je prenne sa place, etc., ça ne marchera pas, parce que ce sera très mal perçu par l'opinion, parce que Hidalgo n'a pas les mérités, enfin c'est une femme, tout ça, donc on ne peut pas faire pousse-toi là que je m'y mette. Donc il faut que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de désir de Hollande qui renaisse à gauche. Mais alors qui peut l'appeler parce qu'on voit qu'ils ont des problèmes de téléphone en ce moment. Arnaud Montebourg avait essayé d'appeler tout le monde, ça n'avait pas marché. Christiane Taubira a essayé de les appeler aussi hier, ça n'a pas marché. Donc qui peut appeler François Hollande? Ah bah, quand même tous ceux au Parti socialiste qui pensent que le PS peut disparaître, et ça fait quand même un peu de monde encore, parce que c'est encore un parti avec des moyens, avec des permanents, avec des locaux, avec un siège, et tout ça, il faut pas que ça meure, parce que voilà, la politique c'est aussi des appareils, et c'est aussi des choses très concrètes et comme cela, et donc là, aujourd'hui, c'est ça qui est en danger. Le Parti socialiste n'espère pas gagner, François Hollande d'ailleurs lui-même n'espère pas gagner dans cette affaire. Lui se projette sur un score à un chiffre un peu plus élevé qu'Yannick Jadot, ce qui ferait qu'en effet, il pourrait sauver sans doute le Parti socialiste sur la base de ces chiffres-là, avoir des candidats aux législatives et sauver sans doute un groupe de députés au Parlement, lui-même être candidat aux législatives. Vous avez peut-être vu qu'il a fait réserver sa candidature, sa circonscription en Corrèze, donc c'est pas anodin, il a refusé que quiconque se présente là, et surtout pas une femme d'ailleurs, a-t-il laissé entendre, parce que là, oui, parce que là, ce serait compliqué d'arriver de prendre sa place. Donc voilà, c'est sauveur de la gauche. Et accessoirement se venger de Macron. Voilà ces deux obsessions. Et voilà ce qui lui permettrait aussi de revenir en politique, parce que au fond, François Hollande, on l'a tous constaté, n'est pas un bon ancien président. C'est pas quelqu'un qui aime voyager, faire des conférences, gagner de l'argent d'ailleurs. C'est pas son obsession, contrairement à certains de ses prédécesseurs. Et donc, il est né heureux
que quand il fait de la politique. Et donc, il veut revenir. Oui, c'est ça. Éric Revel, Lydia Guirousse, restez avec nous un instant. Yves Deray, oui, c'est plausible. J'aime bien le jugement de valeur d'Yves qui dit qu'il n'est heureux que quand il fait de la politique. Pour un certain nombre d'entre nous, on est heureux quand il n'en fait pas, justement, de la politique. Oui, parce que je vais vous dire, pour moi, les deux moteurs de François Hollande, c'est la culpabilité et la revanche. La culpabilité, c'est qu'il veut sauver un PS, mon cher Yves, mais c'est lui qui l'a mis dans cette situation-là. C'est lui qui a condamné le PS aux errements auxquels on assiste aujourd'hui avec cette pauvre Anne Hidalgo sur une barque qui flotte de moins en moins. Et puis la revanche, là je partage le point, c'est qu'évidemment François Hollande sait pertinemment qu'il ne sera pas réélu président de la République, mais s'il prend 3, 4, 5 points à Emmanuel Macron dans son socle qui votent pour lui et qui sont des gens de gauche et du PS, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron ne serait pas présent au second tour. Et ça c'est dans l'hypothèse où... ça, c'est dans l'hypothèse où Hollande se présente. Fort Non. Alors, non. Mais non, parce qu'en fait, là-bas, les autres ne débranchent pas. Mais bien sûr, parce que François Hollande, il peut faire un score modeste, alors peut-être pas pour sauver le PS, mais il peut prendre les points suffisants dans l'électorat de gauche d'Emmanuel Macron, qui manquerait au candidat Macron pour être présent au second tour. Et ça, au-delà de la culpabilité d'avoir effondré un parti socialiste, le côté revanche de François Hollande, très vif, très fort dans sa tête depuis 5 ans, alors là, s'il pouvait empêcher Emmanuel Macron d'être présent au second tour, ce serait un triomphe pour lui. Lydia Guirousse avant Yves Deray de nouveau. Moi, je suis très sceptique, parce que je trouve que ça fait beaucoup de si. Le premier si, il faut qu'il soit désiré. Le deuxième si, il faut qu'il soit appelé. Le troisième si, il faut qu'il remplace 2 femmes, Taubira et Anne Hidalgo. Et je ne vois pas pourquoi, notamment Taubira, déciderait de renoncer pour laisser la place à François Hollande, qui les a mis quand même dans cette situation. Il n'était pas en mesure en même de temps, se il les a mis dans cette situation. Il ne sait pas. Non, il a laissé sa place parce qu'il n'était pas en situation. Il a laissé sa place. Il était à combien dans les opinions publiques? Il était très faible. Donc il les a quand même mis dans une situation plus que complexe. Je ne vois pas comment aujourd'hui il peut être l'homme de la situation pour sauver le PS. Et puis il y a quand même, enfin moi je trouve que le moteur qui est simplement un moteur de vengeance par rapport à Emmanuel Macron, c'est un petit peu faible comme. Yves Deray, c'est essentiel en politique. C'est essentiel en politique. Yves Deray. Pour convaincre les Français, c'est quand même très faible. Yves Deray. Écoutez, je crois que tous les si qu'a énoncé Lydia Guirousse ne sont pas du tout compliqués, parce que le premier si qui est est-ce que Anne Hidalgo doit se retirer, c'est pas trop qu'elle en aura envie, c'est qu'on va la débrancher, on va lui faire comprendre qu'il vaut mieux qu'elle se retire pour le PS, pour elle-même peut-être aussi d'ailleurs, peut-être pour la mairie de Paris. Christiane Taubira, il n'y a pas besoin qu'elle se retire, elle peut tout à fait rester dans la course et faire ses 3% auxquels elle est dévolue. Après, je partage l'analyse tout à fait arithmétique d'Éric Revel, qui expliquait en effet que Hollande peut tout à fait piquer les 3-4 points à Emmanuel Macron, qui lui serait très dommageable parce qu'il pourrait se retrouver en rade au premier tour. Et puis un deuxième point qui est compliqué pour Macron, qui est là une question de fond, c'est-à-dire que s'il se retrouve face à Hollande dans une campagne, face à François Hollande, face à son ancien président, qu'il a fait en quelque sorte, qu'il a nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie et des finances, ce sera compliqué de faire campagne pour Macron contre Hollande. Et ça va compliquer considérablement sa position. Et ça va rappeler à tous les Français qu'il était dans l'équipe de Hollande, cette équipe qui a échoué. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu par l'opinion. Donc la candidature de Hollande serait une très mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, ça c'est certain. Et donc en effet, c'est pas la revanche, c'est parce que la revanche voudrait dire qu'il va gagner ou qu'il espère gagner, c'est la vengeance. C'est lui faire du mal. Macron lui a fait du mal, il lui fait du mal. Et il prend. Mais il prend pas beaucoup de risques. Attendez, Lydia, laissez terminer Yves Deray quand même. Non, je termine, oui. Mais j'entends la question. Il prend pas beaucoup de risques parce qu'en fait, le Parti socialiste est dans une telle situation, j'ai envie de dire, d'une telle que aujourd'hui, François Hollande quasiment ne peut que réussir à faire un peu mieux. Il fera pas 3% François Hollande s'il est candidat. Il dépassera les 5%, qui signifie remboursement des frais de campagne. Donc ça déjà
déjà, c'est un point important. Et puis, il fera un score. Allez, il fera au pire autant que Jadot. Et donc, le Parti socialiste pourra continuer d'exister. Voilà. Lydia Guérousse, un mot. Quelle histoire pour un ancien président de la République, quand même. Mais au-delà de ça, donc, il prendrait le risque d'avoir au second tour. Pardon, je vous entends. Juste très rapidement, est-ce qu'il prendrait le risque d'avoir au second tour, finalement, si cette hypothèse s'avère exacte, d'avoir, je sais pas, une candidature Valérie Pécresse, Marine Le Pen, ou Valérie Pécresse, Éric Zemmour, ou Marine Le Pen, Éric Zemmour au second tour? Il pourrait s'engager et prendre ce risque-là pour la France? Mais oui, parce que en fait, la gauche, de toute façon, je vais vous expliquer pourquoi et quelle est la mentalité aussi de François Hollande là-dessus. C'est que François Hollande, en fait, est un nostalgique de l'opposition traditionnelle droite-gauche. Donc, comme beaucoup de gens de gauche, comme beaucoup de gens de droite aussi, au fond, qui trouvaient ça assez confortable, cette époque-là. Et donc la victoire de Valérie Pécresse serait la meilleure nouvelle pour François Hollande. Et si même on avait un second tour Pécresse-Macron, je ne suis pas certain que, et je suis même plutôt certain du contraire, que François Hollande appellerait à voter Macron. Il n'appellerait à voter personne. Bon, en tout cas, il y a du suspense. Il faudrait que ça se passe. Il faudrait que ça se passe mi-février, quoi, à peu près ça, hein, dans 10-15 jours, pas trop tard. Voilà, là on est dans le calendrier. Il faut qu'il ait le temps de collecter ses signatures. Le compte à rebours est parti. Voilà. Merci beaucoup, Yves Deray. C'est à lire dans Forbes, hein, puisque vous êtes journaliste et rédacteur en chef. Donc voilà pour cette information, et c'est à suivre.